Monsieur Serran, nous nous connaissons depuis une quarantaine d'années. Je suis ravi, vraiment très heureux d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir présenter une belle partie de la collection Hervé et Jean Serran. Vous avez eu une approche de la peinture assez singulière, à la fois galeriste et collectionneur. Alors, vous allez pouvoir nous expliquer, est-ce que c'est une passion, un métier ? Alors, disons que c'était un métier passionnel et que j'ai commencé assez jeune, puisque j'ai ouvert à 22 ans la Galerie Rat. Et c'est une sorte de, ça paraît peut-être un peu prétentieux de le dire, mais c'est une sorte de vocation par rapport à ma passion pour l'image, à ma passion pour la création. Et les choses se sont faites quasi naturellement. Et je me suis retrouvé avec cette galerie où j'ai eu la chance extraordinaire de rencontrer des artistes qui en réalité, leur peinture m'était tellement familière que j'avais l'impression, en les accrochant, d'accrocher presque des photos de mon âme, si vous voulez. Donc il y a cette espèce de fusion entre la création de l'artiste et entre ce que je vivais moi-même intérieurement. Dessin de Friedrich ? Oui, un fusain. Ah ouais, j'adore. Le ciel est beau. Vous pouvez le noter D'accord. et je vais regarder mon plan. D'accord. Donc, on a celui-là. Je le mets comme On ça. a Est-ce que le collectionneur ne gênait pas le galeriste ? Le collectionneur est complémentaire au galeriste. Il a une collection est là pour témoigner. En gardant effectivement des œuvres, on pourrait dire que j'empêchais leur diffusion, mais c'est tout le contraire. Je gardais des œuvres qui me paraissaient aussi très importantes pour pouvoir défendre ces artistes lors d'expositions, comme il y a eu par exemple au Japon. J'ai pu très facilement rassembler et avoir et disposer d'œuvres très importantes pour pouvoir présenter de la meilleure façon ces artistes. Et en même temps, en acquérant des œuvres, j'aidais aussi ces artistes à la fois financièrement et ces artistes pouvaient compter sur cette collection pour pouvoir répondre à des sollicitations extérieures à la galerie. Pour moi, rien n'est pire que d'imaginer qu'un galeriste s'accapare des peintres. Il est là pour les défendre et surtout le rôle d'un vrai galeriste, c'est de permettre aux peintres qu'il aime de progresser le plus rapidement possible. C'est un entraîneur de l'âme des artistes, entre guillemets. Il est là pour donner le meilleur et permettre aux artistes d'avoir très rapidement un recul sur leur création. Pour vous, mais j'en suis convaincu d'avance, un galeriste doit être d'abord un fin connaisseur pour pouvoir aider ces artistes à progresser, comme c'était votre but, c'est ce que Oui. vous venez de nous dire. Vous voyez, je vais vous prendre l'exemple du Cavalier, qui est exposé au Grand Palais. Ce Cavalier, l'artiste Di Maxio a travaillé dans un état un peu second pour pouvoir le peindre. On le voit, c'est une œuvre véritablement inspirée, authentique, qui demande, ne serait-ce que par exécution, des mouvements très importants. Il faut vraiment, on ne peut pas le rattraper. C'est assez gestuel en même temps, le Cavalier. Donc il faut être très inspiré et être entièrement à l'intérieur de son œuvre. De sorte qu'un jour, il me téléphonait tous les jours au moment de l'ouverture de la galerie vers 13h30, et il m'a dit « je ne sais plus où j'en suis. Et je ne sais pas si je dois continuer ou arrêter. » Donc je suis allé immédiatement chez lui, et j'ai dit « surtout arrêtez, parce que vous êtes à un moment d'équilibre entre le miracle
et quelque chose qui pourrait se passer justement de beaucoup moins miraculeux. Mais j'ai retrouvé un dessin préparatoire. Or, s'il avait exécuté le dessin préparatoire, je peux vous assurer que le tableau n'aurait eu aucun intérêt. Ans après, on va dire une trentaine d'années plus tard, est-ce que si aujourd'hui vous aviez envie d'ouvrir une galerie, vous feriez la même chose, ce binôme collectionneur-galeriste? Les choses seraient différentes parce que je n'ai pas le même âge, parce que je n'ai pas le même recul. Mais aujourd'hui, je ne m'imagine pas ouvrir une galerie pour vous répondre. Je ne peux pas. C'est un moment de l'histoire où j'en suis convaincu. Il y a eu de concordance de force entre des artistes qui émergeaient, qui faisaient des œuvres pour moi très intéressantes, mais qui se sont avérées différentes de l'art un peu officiel qui entourait. Donc l'aspect marginal de ces artistes m'a fasciné, leur réalisation que je ne trouvais pas ailleurs. Donc pour moi, j'ai recherché les artistes qui me paraissaient les plus importants dans cet aspect visionnaire. Avec le recul, oui. Pensez-vous qu'à cette époque, vous avez fait la démarche, commercialement parlant, la démarche qu'il fallait? Commercialement parlant, je m'en suis jamais véritablement soucié. Ce qui m'importait, c'est que les artistes pouvaient en vivre, que je puisse, moi, arriver à joindre les deux bouts, mais je n'ai jamais ouvert une galerie pour véritablement gagner de l'argent, puisqu'au moment où ces artistes commençaient un peu à être reconnus, notamment d'Imaxio, on m'a proposé de vendre ma collection, qui était justement des pièces très importantes qui sont exposées là. J'ai refusé. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est de pouvoir témoigner. Comment se sont faits vos choix? Premièrement, au niveau de la tendance, donc visionnaire, et ensuite le choix des artistes. Mais d'abord, la tendance. Qu'est-ce qui fait que c'est cette tendance qui vous a passionné? Cette tendance a commencé au début des années 70 avec des graveurs. Et on peut voir d'ailleurs des œuvres fortes de graveurs à cette exposition au Grand Palais. Ensuite, j'ai remarqué, il y a eu à la fin des années 70 des peintres. Et moi, j'ai ouvert, la même année d'ailleurs que Beaubourg, en 77. Donc j'ai rencontré à ce moment-là des peintres qui souvent n'avaient pas encore du tout
atteint des œuvres aussi fortes du tout que celles que vous voyez. Dimaxio, je l'ai découverte au Grand Palais, dans un des salons du Grand Palais. J'ai vu une toile qui ne m'a pas donné un coup de foudre total, mais que j'ai trouvé très intéressant. Et donc j'ai pris, et puis après il y a une symbiose, il y a une rencontre avec l'artiste aussi, et on a fait notre première exposition. Il n'avait jamais exposé dans une galerie, une exposition personnelle. C'était cette première exposition en 1979, et le contact est passé, et puis il a évolué de mieux en mieux, à mon contact, au contact de la galerie, dans les discussions qu'on a eues, comme ça. Ensuite, un autre artiste s'appelle Klaus Dietrich. C'est une société qui m'avait passé des tableaux qu'ils avaient, mais des tableaux très fantastiques, car avant ces œuvres visionnaires, pas mal de ces artistes avaient commencé dans ce qui est convenu d'appeler le fantastique. Et la personne m'avait donné des petites affichettes à mettre autour du quartier, n'avaient pas d'argent, tous ceux qui avaient ces tableaux. Et j'ai mis ces affichettes, et un jour j'ai vu quelqu'un rentrer qui me paraissait très intéressant, qui regardait d'une façon différente des autres ces tableaux. Je suis allé voir, demandant, je suis descendu de mon bureau, vous voulez des renseignements? Il se présente, c'était Klaus Dietrich. Donc je ne le connaissais même pas. Et lui-même habitait le quartier, a découvert son exposition qu'il ne connaissait même pas non plus. Donc là, la sympathie aussi s'est faite, il y a une fusion intellectuelle très forte avec Klaus Dietrich. Et il faisait déjà d'autres œuvres beaucoup plus intéressantes que ce que j'exposais, ce qu'on m'avait prêté. Et petit à petit, nous avons travaillé, on a fait, je ne sais pas, 15 expositions, on a travaillé. Et là aussi, il y a eu des influences réciproques dans la création. Margoton, c'est encore une autre affaire. Il faisait des choses que je trouvais dans un salon, inintéressantes, mais le personnage m'a plu et il y avait une sincérité, quand même, une authenticité dans ce qu'il faisait. Et il m'a amené, 3 mois après, un dessin magnifique qui est exposé au Grand Palais. Que nous avons. Que vous avez. Et j'ai dit, attendez, non seulement vous y êtes arrivés, je vous l'achète tout de suite, je l'ai mis en vitrine, j'ai mis un point rouge, et ça a démarré comme ça. Je vais parler un petit peu de Jean-Paul Landais. Landais est exposé en 1984 parallèlement à la Galleria, avec des artistes très très différents de lui, comme Dado, Hartung, Zhao Wuqi, par exemple, qui sont quand même des stars à l'époque. Alors, Jean-Paul Landais, effectivement, a un parcours qui est peut-être un peu plus différent. Moi, j'ai rencontré Jean-Paul Landais en 1978, je pense. Je lui ai acheté une œuvre. Cette œuvre est au Grand Palais. Elle n'a jamais été montrée. Cette œuvre s'appelle Intramuros. Elle est présentée. C'est un peintre que je trouve assez extraordinaire, mais effectivement, lorsqu'il a quitté la galerie, il est allé dans des directions un peu différentes. C'était beaucoup moins fort visionnaire. Et en réalité, c'est un peintre, tout comme Margoton, qui a fait très peu d'œuvres visionnaires. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas d'artiste visionnaire, il y a des œuvres visionnaires. Un artiste visionnaire n'existe pas. Est-ce que vous aimez plus les œuvres que les artistes, en fin de compte? Les œuvres me donnent ce qu'il y a de mieux de l'artiste. Donc, l'œuvre, pour moi, c'est capital, c'est le plus de l'artiste. Vous avez mené de nombreux combats avec ou contre ce qu'on appelle justement communément l'art officiel. Il y a eu un hold-up hallucinant sur la création contemporaine. C'est-à-dire que, aussi bien le ministère de la Culture que certains marchands, que certains historiens ont décrété ce qui était art contemporain
et ce qui ne l'était pas. Je vous signale que les artistes que vous invitez, et je vous en remercie infiniment, ne sont pas considérés comme des artistes contemporains. Pour eux, la création contemporaine, c'est un produit de diffusion. C'est quelque chose qui doit... c'est un produit marketing, si vous voulez. Ces artistes ne peuvent pas enrichir véritablement des marchands. Landais a réalisé une trentaine d'œuvres visionnaires en tout et pour tout. Di Maxio a réalisé, c'est vrai, des centaines d'œuvres, mais des œuvres importantes, il y en a combien? Il y en a une cinquantaine, maximum. Ce n'est pas capable de nourrir un marché. Avec le temps, je pense que on va reconnaître à quel point ils sont importants pour l'avenir. Là, M. Serran, aujourd'hui, après un long sommeil, vous nous présentez presque 70 œuvres avec les gravures au Grand Palais, dans le cadre du salon Dessin Peinture à l'eau. Quel est votre sentiment ou vos sentiments les plus forts? Les sentiments les plus forts, c'est que, après, effectivement, la dernière fois que ces œuvres, enfin certaines de ces œuvres ont été présentées, c'était au Japon, dans 4 musées, une exposition itinérante en 93. Donc vous voyez que ça fait un certain temps, quasiment 30 ans. Ces œuvres ont eu beaucoup de succès parce que justement les gens se demandaient ce qui se passait. Ils n'étaient pas au courant par les revues d'art que même ça existait. Et une chose extraordinaire s'est passée en France, à partir des années 72, ce courant n'a pas d'équivalent pratiquement dans le monde au niveau de cette qualité et au niveau de cette diversité à travers ces œuvres visionnaires. C'est une chance inouïe que la France ait eu ça, et c'est ce qui m'a aussi encouragé à garder ces œuvres, pour un jour pouvoir témoigner, alors que des collectionneurs japonais, et notamment le plus grand d'entre eux, voulaient acheter toute une très grande partie en tout cas de cette collection. Tout ce qui avait été présenté dans ces 4 musées devait être acheté. J'ai dit non, je ne les vends pas. Parce que si je l'avais vendu, vous ne pourriez pas les voir aujourd'hui, par exemple, ici. Qu'est-ce que vous attendez le plus de ce public d'aujourd'hui devant ces œuvres, et aussi le ressenti des artistes qui vous exposent au Grand Palais? Je suis très content tout d'abord que les artistes du Grand Palais puissent voir ces œuvres. Car étant donné qu'Internet n'existait pas dans les années 80, 90, lorsqu'ils ont fait la plupart des œuvres qui sont accrochées, ils ne connaissent pas vraiment, ils ne voient pas. Là, ils vont découvrir d'un seul coup, ce que moi je rêverais de découvrir, ces œuvres qui me paraissent extrêmement importantes, qui sont groupées, et donc ça peut être un choc extraordinaire pour eux, parce qu'ils vont dire, mais d'où ça sort? Comme une autre planète, si vous voulez. Qu'attendez-vous après? Après, c'est le destin qui suivra. Je vous ai dit dans un texte que plus une collection était authentique, plus elle obéissait à un destin. Les œuvres ne nous appartiennent pas. Nous, on partira, on passera dans une autre dimension, on reviendra, peu importe. Mais les œuvres, elles continuent. Elles témoignent de quelque chose de plus. Donc moi, plus une œuvre témoignera, plus elle aura la possibilité de témoigner, mieux ce sera. À travers des expositions, des livres, des revues, un partage.